De retour, de retour. Alors, bismillah. Ahlan, salam alaikum. Walaikum salam. Alors, c'était un frère ou une sœur, je sais plus à qui tu parlais au sujet des drones turcs. Euh, c'était à Rim, je crois. Hmm. Rim et Mario, je sais plus quoi. Ah oui, le frère, ouais. Mario, alors on va attendre qu'il revienne. Enfin, tu reviendras dessus, enfin, tu lui répondras quand il reviendra. Mais en tout cas, continue sur les drones turcs, Nam, puisque là, j'ai mis le live avec comme titre Drone turc et challenge turc au sein de l'OTAN. J'avais tout lu en fait sur les drones turcs. Ah, d'accord. Après, parce qu'en fait, ça a coupé quand tu disais, je ne fais pas l'éloge des drones turcs, parce que en soi, ils sont pas plus forts que ceux des États-Unis. Et après, ça a coupé, à peu près à ce moment-là. Ah oui, je m'étais arrêté à là. D'accord, ok. Bon, donc on va continuer sur. Voilà, la Turquie aujourd'hui représente véritablement un challenge et suit le cheminement du challenge justement de vis-à-vis des États-Unis, puisqu'on le sait depuis des années, l'Amérique, lorsqu'elle se retire d'un endroit, lorsqu'elle se retire d'un front, d'un ribat, elle laisse les Turcs gérer à sa place. Les États-Unis laissent les Turcs gérer à leur place et ils prouvent aujourd'hui leur capacité militaire à gérer justement des situations assez délicates. Par exemple, les enquêtes qu'ils mènent jusqu'à retrouver par exemple, l'épouse de Bakr al-Baghdadi, les renseignements qu'ils fournissent aux États-Unis, les renseignements qu'ils fournissent également aux États locaux tels que l'Arabie Saoudite, avec qui d'ailleurs ils renouent des liens concernant notamment l'affaire Khashoggi. Les Turcs sont dans une volonté de refaire affaire avec les Saoudiens, mais cela reste assez fragile malgré tout. Comme en Libye, on le voit face à Haftar soutenu par Sisi, on le voit clairement que les Turcs pataugent. Surtout qu'en plus, c'est vrai que même les drones turcs, il y a eu des éloges même faits en Libye que comme quoi ils ont mis en débandade les milices pro Haftar. Ils ont mis aussi, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Même contre l'Arménie, ça a été l'une des armes les plus importantes. Mhm. Et surtout, plus après, s'il y avait la menace iranienne contre l'Azerbaïdjan, Exact. il y avait la Turquie et le Pakistan qui rentraient contre l'Iran. Donc c'était Assez chaud. c'est pas vraiment deux petites armées qui. C'est pas face à une petite armée qu'ils vont affronter, quoi. Exactement. Même le Pakistan. Et surtout que la Turquie renoue des liens depuis qu'ils font une augmentation militaire impressionnante. Mhm. Avec qui ces liens d'ailleurs? Euh, ils renouent ça beaucoup plus avec certains pays comme le Pakistan, Ah ben oui. qui était vraiment très fragile aussi, Mhm. parce que le Pakistan a souvent suivi les Américains et l'Arabie Saoudite. Exact. Et, et d'ailleurs, même là, j'ai lu une info tout à l'heure qui parlait de virer Imran, comment il s'appelle? Je Imran sais. Khan. Je rigole. Imran Khan, oui, le Premier ministre. Non, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Ma soeur, non. حفظها الله. Et Naam, Imran Khan, il est intéressant en cela que il dit aux Américains, vous n'allez pas.
La position de Imran Khan est telle qu'ils disent Américains, c'est bon, vous avez assez fait subir aux nôtres dans les régions tribales, ça c'est ce qu'il dit. On travaille assez avec vous, même si les Pakistanais sont assez indépendants, même fortement indépendants dans leurs actions et dans leurs activités. Aujourd'hui, Imran Khan dit qu'il ne veut pas s'aligner sur les États-Unis vis-à-vis de la Russie. Vous n'allez pas nous obliger à vous suivre concernant la Russie. C'est ce qu'il dit clairement. Euh, c'est la même personne, Harry? Non, c'est ma cousine là. D'accord, machallah. Donc, voilà, donc clairement, il y a aujourd'hui une détestation vis-à-vis de Imran Khan. Et donc là, on en arrive concrètement à une volonté de l'écarter du pouvoir, c'est ce que tu me dis. Oui, carrément. Je vais retrouver la source qui parle. C'était sur Twitter. Oui, Mhm. salut, salut. Ça va? Là, tu peux me laisser faire mon truc? S'il vous plaît, nous sommes en live. Si vous voulez parler à ce membre de votre famille qu'est le frère Mohamed, euh, faites-le en privé. Mais là, nous sommes en live. Min fadlikum. Min fadlikuma. Donc, continue, Harry. Hmm, je suis en train de chercher parce que c'était Ah oui, sur un, sur un compte Twitter. sur un compte Twitter d'ailleurs qui est vraiment basé, qui parlait beaucoup sur le conflit russo-ukrainien, quoi. C'est ça le Mhm. truc. Bon, Mais je, ce vais- qui est, je suis dans le ce qui- à fois, je suis dans le regret de les retirer de la vidéo. ah oui, non, violet, c'est bon. Barakallahu fik. T'as dit quoi, mon frère? Ah non, parce que là, ça va carrément me donner des surnoms qui me donnent que quand j'étais gamin, quoi. Ouais, j'ai bien vu. Je suis privé, c'est bon. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, revenons à ce que nous disions. Naam. Donc, Imran Khan. Ouais, mais Ah, là, d'accord. Donc, الأحداث الروسية المحكمة العليا في باكستان تؤجل قرارها بشأن عزل عمران خان ليوم الغد. What? Demain? Donc la haute cour de justice du Pakistan prévoit de publier un communiqué demain concernant. Ah oui, c'est le communiqué qui sera publié demain. C'est pas lui qui sera concernant le. sa destitution. Voilà, exactement. La destitution de Imran Khan. Carrément. Oh, subhanallah, ça a accéléré, mais c'est arrivé très vite, puisque moi j'ai suivi la semaine dernière, non, plus que ça, il y a 2 semaines, une allocution justement de Imran Khan où il disait, voilà, les États-Unis, nous ne sommes pas vos esclaves, nous respectons les États-Unis, nous respectons la Russie, et nous ne sommes pas alignés sur l'un comme l'autre. Nous sommes même amis des Américains comme nous sommes amis des Russes. Ce sont ses propos précis. Et donc, ça, entre autres, l'a mené à cette À volonté-là cette, de... Comment? à cette destitution. C'est ça. D'accord. Bon, bah, le joueur de cricket va devoir laisser sa place. Ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'infos, hein. نعم. الأحداث الروسية. Alors, si tu peux appuyer sur ton écran pour que je vois mieux. Voilà. وزير الخارجية المصري من موسكو مجموعة الاتصال العربية طرحت التوسط لتقريب وجهات النظر لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا بطريقة سلمية. Donc le ministre des Affaires étrangères égyptien depuis Moscou, مجموعة الاتصال العربية, donc la plupart des contacts arabes طرحت التوسط لتقريب وجهات النظر, donc afin d'établir un débat, enfin une discussion convergente لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا, afin de trouver une solution entre la Russie et l'Ukraine afin d'apaiser les tensions. بطريقة سلمية, donc par une voie paisible. Et on voit bien le ministre des Affaires étrangères égyptien
qui est charismatique en tant que tel, accueillir Et ses hôtes. Wall Street Journal, donc le journal de Wall Street. أوكرانيا تسلمت سرا دبابات سوفيتية من تشيك. Ah oui, carrément. L'Ukraine donc rend des armes, rend des dababats, c'est des tanks. Non, c'est ça. Attends, c'est des tanks, dababats. Ouais, c'est des tanks soviétiques euh, de Tachik. Non mais c'est ah oui oui carrément. تسلمت سرا. Oui, secrètement donc. Ça s'est passé de manière secrète. ça, ça va. Alors, entre ma soeur et ma cousine dans le live, et maintenant le chat qui se gêne pas, qui prend toute la place. Il est où? Oh, subhanallah. Masha'Allah, tu es beaucoup, tu es très aimé. Alors, Jamais, ensuite, comment? jamais de chance, moi. J'ai toujours quelque chose ou quelqu'un sur mes pattes. Alors, les chats, c'est vraiment, quand ils veulent s'imposer. Ah oui, ça c'est par rapport aux œufs, là. Oui, Halil Bid, il y a marqué Halil Bid. Alors, Halil Bid, wow, là, je vois plus rien du tout. Halil Bid, Yatina min Ukraine أيضا. Est-ce que les œufs nous viendront d'Ukraine également? Sayyidatun. Alors là, si tu peux appuyer sur l'écran de, voilà, histoire de, ou sur ton écran avec lequel tu filmes. Hmm, ça change. Alors, Halil Bid, donc, سيدة مشنة تتعجب من ارتفاع أسعار البيض في دول أوروبا إلى $8 لنصف طبقة. Alors là, ça saute l'image du coup. Donc, Halil Bid, donc, 8 dollars, 8 dollars pour une moitié, pour la moitié d'une cagette. 8 dollars l'œuf, la boîte. Apparemment, c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est... C'est grave. Non, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'informations. Ouais, 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 c'est ce que je vois. Le Kremlin. Voilà, là, je vois rien du tout. Ah, voilà. يندد بضيق البصير الأوروبية إثر توالي طرد دبلوماسيين روس. Donc le Kremlin met en garde contre la vision, contre le manque de clairvoyance, contre le peu de clairvoyance, ou contre la clairvoyance étriquée européenne concernant, concernant l'expulsion de diplomates russes. Donc encore une fois, les Russes disent, voilà, vous êtes en train d'expulser nos diplomates, vous ne comprenez pas vraiment dans quelle situation vous vous trouvez. Ah oui, parce qu'en plus, c'est vrai, l'Estonie, je crois qu'ils en ont viré 13 Ah ou ouais. 14. Je crois que c'est Ah, ça a bugué, mon frère. ça. إستونيا تطرد 14 دبلوماسية روسية وتغلق القنصلية في نارفا ومكتب السفارة في تارتو. Donc 14 diplomates russes sont expulsés par l'Estonie et l'Estonie ferme le consulat russe à Narafa et le bureau de la, comment on appelle ça? Il y a le consulat et il y a l'ambassade, voilà. Et le bureau de l'ambassade, enfin l'ambassade à Tartu. Eh ben, À vrai dire, ils suivent tous les Américains, en exact, soi. exact. Ça ne fait que ça ne fait que légitimer le discours russe. Et surtout, là, je crois que c'est les deux ambassades ou un truc, deux trucs en Estonie qui sont fermés. Ah,
Tu m'entends, Harry? Voilà. J'étais en train de lire, mais ça n'est pas passé. J'étais en train de lire. لاتفيا لاتفيا تعال نغلق قنصليتين روسيتين وطرد طاقميهما من الدبلوماسيين الروس. Ouais, bah c'est ça, hein. Et encore, alors, Latvia, donc Lituanie, cette fois-ci, qui ferme deux consulats russes et qui expulse bah, leur personnel, qui expulse leur personnel parmi les diplomates russes. Donc encore une Donc fois. on voit bien qu'en fait, ils suivent tous les Américains sous peine de perdre le pouvoir ou sous peine, comment dire, ou sous peine, on va dire, de représailles venant de l'Europe ou des Américains. C'est ça, vis-à-vis de l'OTAN, encore une fois. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les seuls qui sont capables au sein de l'OTAN de tenir tête aux États-Unis, c'est les Turcs, véritablement. Les Turcs et peut-être, je dirais, même certains pays vraiment du Golfe. Ah oui, 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 mais au sein de l'OTAN, au sein de l'OTAN. Ah oui, 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 les Turcs, oui. Ah, parce que la France, elle est complètement soumise. Dès que les Américains disent une chose, ça court. Limite, c'est comme si, on va dire, les Américains jetaient un os et la France était, À l'affût. voilà, C'est ça, qui hein. courait pour aller le chercher. Exactement. Bah, on a justement, tu parlais des pays du Golfe, évidemment que l'Arabie Saoudite est souveraine et qu'elle fait ce qu'elle veut. On le voit. Déjà, ils l'ont toujours fait, mais encore plus depuis Ibn Salman avec les accords passés avec les Chinois, les Indiens, tous les pays de la BRICS, des BRICS plutôt. On avait eu même, comment ça s'appelle, euh, Jair Bolsonaro, qui était très critique envers l'Arabie Saoudite vis-à-vis de Khashoggi, et qui est revenu sur ses propos parce qu'il avait été invité là-bas à un forum économique et qu'il avait dit que finalement c'est un pays magnifique. Donc, ah non, non, voilà, les pays du Golfe, eux, ouais, peuvent tenir tête comme le Qatar, même s'ils ont ils ont la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient là-bas. Non, mais au sein de l'OTAN, oui, au sein de l'OTAN véritablement, c'est les Turcs. Bah, même, ouais, même l'Allemagne, l'Allemagne, elle fera rien. La Pologne, rien du tout non plus. C'est vrai, c'est vrai. Et eux, c'est plus économique. Oui, voilà, c'est plus économique. Et encore, même, je dirais quoi? Je dirais plus l'Allemagne, c'est quoi? Eux, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient quand même je crois, les meilleurs chars au monde. C'est ça, mais depuis le démantèlement de l'Allemagne nationale-socialiste, l'Empire allemand de la Seconde Guerre mondiale, à partir de là, il représente plus de menaces militaires. Mais oui, effectivement, historiquement, l'Allemagne a même fait suer les Russes, cette fois-ci à Moscou. Les Russes qui se sont jetés dans la bataille corps et âme pour libérer Moscou à cause des conditions climatiques. Un peu comme Alexandre le Grand en Inde, les Allemands n'ont pas réussi à l'emporter contre les Russes, contre les Soviétiques. Donc oui, mais aujourd'hui, c'est effectivement économique. Mais les Turcs, c'est intéressant parce que les Turcs, c'est militaire. Également, c'est économique, mais aussi militaire. À force que tu parles des Turcs, j'ai envie de me taper un bon Adana, frérot. Ah bah t'es de retour, Mario, frère, Abdul Hakim, t'es de retour. C'est toi, c'est toi qu'on attendait justement parce que ça, on a relancé le live. Ouais, bah il faut attendre l'heure. Il faut attendre l'heure. Tu Dans me, une heure. voilà, tu Dans une heure. commandes. Pardon, Mohamed Naam. Là, je disais juste dans une heure environ. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, les Turcs, justement, c'était. Qu'est-ce que je regardais là récemment? Je sais pas, je sais pas, si c'était une vidéo humoristique. En tout cas, il y avait quelqu'un qui parlait qui disait, qui conseillait aux Turcs de revenir à la cuisine, de continuer à faire des kebabs et de pas se mêler des affaires politiques.
Bon, il faut dire la vérité, aujourd'hui, c'est eux qui tiennent la diplomatie russo. Bon, il y a les Égyptiens aussi. Les Égyptiens, 10e armée du... Voilà. Les Turcs et les Égyptiens sont la preuve vivante que la diplomatie n'a de sens que si la puissance militaire suit, puisque l'Égypte et la Turquie se chevauchent militairement, 9e, 10e place en termes de puissance globale, puissance de feu globale. Donc ces deux pays-là, aujourd'hui, tiennent la diplomatie russo-ukrainienne, entre guillemets, oui, plutôt ukrainienne que russe, mais permettent aux deux parties de se rencontrer et de discuter. D'ailleurs, même, euh, d'ailleurs, même l'Égypte, hein, en soi, on dit qu'elle affaiblit par rapport à ce qui se passe au Sinaï et tout, mais c'est pas vrai, hein. Elle est toujours une puissance militaire assez conséquente. Ah bien sûr, non mais c'est les deux qui ils se chevauchent, hein, les deux d'une année à l'autre. Je surveille à chaque fois sur Global Firepower. D'une année à l'autre, t'as la Turquie qui est à la neuvième, l'Égypte qui est à la 10e. Après c'est l'Égypte qui est à la neuvième place et la Turquie à la 10e. Bien sûr, hein, totalement. La Turquie, en fait, la seule chose qui les a fait faiblir, c'était le putsch de 2016. C'est ça. Parce que c'était pas moins de plus de 10 000 soldats qui ont été capturés. C'était même, je pense, plusieurs dizaines, voire trentaines de milliers de soldats qui ont été dans le putsch et ça a fait vraiment faiblir cette armée. Et justement, tu parlais du Sinaï par rapport à l'Égypte. Certains livrent des analyses qui sont faussées puisque ce n'est pas tant justement la faiblesse supposée de l'armée égyptienne qui permet aux djihadistes de l'EI, de l'État islamique, de perdurer dans le Sinaï, mais c'est bien la force stratégique, justement l'expertise stratégique de l'EI qui permet à l'EI de se maintenir dans le Sinaï et d'attaquer à la fois Israël et l'Égypte, de menacer à la fois Israël et l'Égypte. Et justement, les analyses faussées tendent à faire passer l'Égypte comme faible et Israël comme affaibli plutôt et Israël comme affaibli. Non, c'est l'EI qui est efficace. C'est que de toute façon, même l'EI, quand on connaît leur stratégie militaire depuis les années, c'est toujours les mêmes. C'est comme les talibans. Les talibans, en fait, l'EI, quand ils combattent les talibans, c'est la même chose. Ils utilisent la même technique que les talibans. Comment contrer un contre-terrorisme? Là, c'est bien plus compliqué. Parce que dans les cas contraires, l'EI aurait pu tomber aussi dans le même cas que les talibans, en fait. Gagné le terrain, un militaire en Afghanistan, mais qui se font contrer par les talibans. Ça aurait pu être la même chose. Bah oui, tout à fait. Et donc ça prouve d'autant plus l'efficacité de cette organisation puisque Euh, elle est entourée de deux puissances militaires parmi les plus importantes, Israël et l'Égypte, et donc l'État islamique perdure et continue de mener ses attaques et ses opérations, et surtout euh, d'être présent de manière concrète dans la société de la région du Sinaï. Et le pire, c'est que même l'Iran, je l'ai pas vu trop se prononcer pour en étant pro-russe hein, dans toute l'affaire. Exact. On l'a plutôt vu comme une espèce de médiateur. Trouvez-vous un terrain de paix, une entente, les trucs comme ça, mais je l'ai pas trop vu dans un terrain en mouvement en disant je soutiens la Russie, Non, je non, suis pro-russe. c'est vrai. Non, non, ils ont pas fait justement cette erreur-là, à part l'Occident, à part l'Europe. Aujourd'hui, personne fait l'erreur, hein. Regarde le Pakistan de Imran Khan. Bon, maintenant, ils veulent le destituer, mais il a observé la même attitude en disant ni les uns ni les autres. La plupart des pays d'Asie ont réussi à ne pas tomber dans le piège de l'alignement. Il y a que la Chine qui peuvent dire nous on les soutient. C'est ça. Et même, on va dire, dans leur communication publique, dans leur communication,
il reste assez é- évasif. Il parle pas directement de temps en temps, mais il n'y a pas tant que ça de provocation. Voilà, il n'y a pas de provocation envers les États-Unis directe de la part des Chinois. Ils restent assez, ils ont du recul sur la question. Par contre, eux, ce qui leur intéresse, c'est toujours Taïwan. C'est ça. Mais en fait, ce qui m'aurait fait rire, c'est quoi? C'est que les Chinois attaquent Taïwan. Ça m'aurait fait rire parce que là, double coup pour les Américains. Ah ouais. D'ailleurs, ils en sont presque reconnaissants, on va dire, les Américains aux Chinois, de ne pas avoir lancé d'hostilité là-bas. La Corée du Nord. Ah, la Corée du Nord, ils ont toujours cette position, c'est nous avant les autres. Mais est-ce qu'ils se sont prononcés directement en disant vive la Russie? Enfin, on soutient la Russie. Si, je crois, oui, je crois qu'ils l'ont dit. Je pense que vu les embrouilles qu'ils ont eu avec les Américains pendant l'époque de Donald Trump et pas que de Donald Trump, ils ont plus choisi la Russie, quoi. Exact, exact, c'est vrai. Bah, de leur part, de leur part, c'est totalement cohérent quand on sait que la Corée du Nord, c'était déjà les Soviétiques qui les avaient soutenus avant même leur création. Donc, quand la Corée a été coupée en deux en 53 et 51-53. Donc, oui, c'est logique que les Coréens se tiennent du côté, les Coréens du Nord se tiennent du côté russe. Et bah, les Coréens du Sud sont clairement du côté américain. Donc, ouais, c'est ça. Mais même la Corée du Sud, de ce que j'ai entendu, elle se rapprochait un peu plus de la Corée du Nord. Oui, il y a des volontés de paix, mais à chaque fois, ces efforts de paix-là sont cassés par les Américains. Ça, c'est parce que la Corée du Sud, malgré que j'aime beaucoup leur, bah, sans mentir, j'aime beaucoup leur cinéma, les trucs comme ça. Enfin, pas trop leur cinéma, mais plus leurs séries qui sont, je trouve, assez pas mal. Ah bah, Mais, on a Squid mais je Game. trouve qu'à Squid Game, mais Squid Game, moi, ça me fait trop penser à notre époque, en vrai. Hein. Les riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça que j'aime bien dans les séries sud-coréennes, comme dans certains films et séries américaines. On a des messages, en fait, cachés derrière tout ça qu'on comprend pas et qu'il faut regarder, on va dire, plusieurs fois pour le comprendre. C'est vrai, des soirées de ce type-là, où il y a des sacrifices humains, il y a des... ça existe, ça existe. C'est même Amnesty International qui l'atteste pour te dire, hein. Et c'est toujours des riches dont on retrouvera ni le nom, ni le visage. Enfin, on pourra pas remonter jusqu'à eux directement. Et aussi cet esprit-là cet esprit matérialiste où on peut tuer ses propres voisins, sacrifier ses propres, même des membres de sa famille pour, euh, pour des sommes d'argent alléchantes. Oui, ben justement, les États-Unis, la Corée du Sud, étant deux sociétés développées, ça permet à la réflexion de prendre, de bien s'installer. Quand une société est développée, il y a plus de personnes qui ont le temps de réfléchir et de s'exprimer. C'est l'une des conséquences du développement. Ouais. C'est comme la dernière fois, bah, dans une conf Facebook, je parlais avec un frère et le frère, il aimait beaucoup parler de la franc-maçonnerie, tout ça. Ah, Et il nous a carrément envoyé une vidéo qui se passe à Cerne, en Suisse. C'était dans un endroit, c'était vraiment des riches ou je sais pas quoi. Et les gens, ils étaient habillés, mais on aurait vraiment dit des sectes de gourous. En plus, dans des lieux, c'est des entreprises, des grandes entreprises américaines, quoi. il y a eu un défilé pour le, comment on appelle ça? C'est là-bas où ils ont fait le trou noir. Ils ont créé un trou noir. On parle bien de la même chose là, du centre. Euh, Moi, c'est pas de ça que je parle, mais je sais même plus c'est où, mais c'est à Cerne en Suisse. Et genre, t'avais les gens, ils étaient habillés, ils étaient avec des lampes de torche, mais genre enflammées, tu vois, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Oui, il y a pas mal de sectes comme ça, zoomorphiques, si on peut appeler ça comme ça, de tendance zo-identitaire, oui, qui s'adonnent à des rituels. Ouais. Et, mais par contre, ça me blague pas quand c'est les Américains qui font ça, les trucs comme ça.
on blâme pas en fait quand c'est les Oui, Américains qui ne lève pas, non, non. C'est l'Amérique toute puissante du néoconservatisme, justement. Que les Turcs aujourd'hui arrivent à... En fait, les Turcs, ce qu'ils font aux États-Unis, c'est un pied de nez. En gros, voilà, on a profité de votre soutien, de votre coaching, et de vos formations, de votre formation. Maintenant, c'est nous qui gérons. Et c'est, en fait, ce ne sont que des erreurs qu'accumulent les États-Unis en, en reléguant à la Turquie ces territoires conflictuels et compagnie. c'est un peu comme c'est un peu comme le Mali avec la France. Vous nous avez armés, vous avez tout bien fait, maintenant c'est bon, vous pouvez partir. C'est On ça. prend les Russes, On prend pardon. on prend les Russes. Mhm. Mhm. Pour le plus grand bonheur de Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves. Mais oui, non, mais le plus triste en réalité, c'est pas vraiment en soi, en soi, c'est quoi le plus triste? C'est quoi? C'est que t'as des civils ukrainiens qui vont se faire bombarder par les Russes et les Ukrainiens ils vont se plaindre, bah déjà qu'ils se tuent entre eux. C'est ça. Dans le Donbass, c'est pas la première fois que qu'on entend parler des crimes ukrainiens du gouvernement ukrainien envers le Donbass. Mais quand c'est les Russes, ça en fait toute une histoire. Bon, y a pas de je soutiens le Donbass ou l'autre côté ou même les Russes ou l'Europe sur ça. En fait, je suis plutôt dans un côté, c'est vous faites la guerre entre vous. Alors qu'en vrai, les Ukrainiens, ils sont issus du peuple russe. C'est ça, en fait, le truc. Exactement. Le Rousse de Kiev, c'est ce qui a donné l'Ukraine. Sinon, il y a pas d'Ukraine en tant que telle. Et ça renvoie à mon intervention sur l'Ukraine, une sous-nation où je faisais l'historique de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est quoi? C'est le Rousse de Kiev. Il y a déjà le mot russe dedans, donc c'est une relecture de l'histoire, c'est un révisionnisme, c'est une révision de l'histoire auquel on est en train d'assister actuellement. Même sans compter, euh, l'Ukraine, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de l'aide de la Turquie par rapport aux drones et même des Américains sur autre chose. Mais j'ai l'impression que tous les médias, la plupart des médias, parlent que des drones turcs. C'est ça, ils appuient sur ça, alors qu'il y a d'autres aides. Là, on a bien vu, malgré les déclarations officielles comme quoi il n'y a pas de soutien direct de l'OTAN, il y a des diplomates britanniques que l'on retrouve morts dans une attaque russe. Donc, Même des... si je me souviens, il y avait des Non, journalistes, un pardon, journaliste. pardon, 3 soldats des forces spéciales britanniques qu'on retrouve morts, pas des diplomates. Nam. Et même si je me souviens bien, il y avait un journaliste tué une fois à Kiev ou je sais plus où en Ukraine. Un journaliste de quel pays? Si je me souviens bien, américain. Ah, d'accord. Non, mais il y a une hypocrisie, une grande, grande hypocrisie sur ça, sur la C'est question. que, mais en fait, c'est que la plupart, ils vont cacher la mort comment dire, des forces qu'ils ont perdues pour Ah, pour dire, mais non, c'est pas vrai, on a perdu personne. Et d'ailleurs, même sans compter que tous les volontaires, qu'ils soient français, britanniques, juifs ou autres, qui sont allés en Ukraine pour combattre, il y en a beaucoup qui ont été tués, mais bon, ça, il y a pas de, on parle pas de ça en fait dans les c'est ça. médias. On va toujours parler du massacre russe contre des civils ukrainiens, des. Exactement. Alors que justement, tous les Ukrainiens pro-russes ou russophones, tout simplement, hein, simplement russophones, qui ont été humiliés, violés, attachés, scotchés à des poteaux dans dans les rues d'Ukraine, de l'Ukraine. Tout cela, on les a oubliés. Le bataillon Azov, tout ce qu'il fait
tout ce qu'il commet comme crime, les forces ukrainiennes elles-mêmes, les forces de sécurité ukrainiennes, ce qu'elles commettent comme crime contre les russophones et contre les Ukrainiens pro-russes, ça, voilà. Maintenant, il y a le massacre de Boutcha, massacre supposé, avéré selon les dernières informations. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des documents vidéo. À chaque fois, on nous montre la même vidéo, soi-disant d'une main qui bouge sur un cadavre, filmée dans un rétroviseur. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est une vidéo claire où il y a un journaliste qui est un envoyé spécial qui est devant une multitude de corps recouverts de sacs mortuaires. Et l'un des sacs mortuaires, à cause du vent, découvre l'un des corps, mais d'un homme vivant et qui tente bien que mal de se recouvrir. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a vraiment des mouvements et on voit que l'individu est encore en vie. Il est même rejoint par une autre personne qui le recouvre, pardon, qui le recouvre. Donc, sans verser dans le complotisme, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes et on le saura bientôt. Enfin, on le saura, on le sait déjà, mais qui seront reconnus d'ici plusieurs mois, d'ici quelques mois et quelques années par le camp de l'OTAN. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment dans cette guerre-là, Russie vs OTAN versus OTAN. Et ce qui est intéressant justement, c'est la position non alignée des Turcs, de son challenge lancé au sein même de l'OTAN, où à chaque fois que la Turquie est missionnée par les États-Unis, à chaque fois que les États-Unis confient à la Turquie un territoire, du moins un front, un conflit à gérer, la Turquie prend de l'ampleur. Et de l'autre côté, voilà, on a aussi les Égyptiens qui prennent de l'importance dans la diplomatie russo-ukrainienne. Donc voilà, aujourd'hui, on se trouve vraiment face à des pro-russes versus des pro-OTAN. Et cette guerre, malheureusement, n'a pour victime, bien sûr, que des civils en majorité. La... Mais de toute façon, maintenant, là, la plupart des pays, ils trouvent comme excuse euh, que parce que les personnes qui sont russes, diplomates russes ou autres, qui sont dans leur pays, sont obligés de les virer. D'ailleurs, même là, t'as Israël, le pays qui- je sais même pas comment dire, qui a, qui a même pas respecté la plupart des droits internationaux ou les droits de l'homme, se permet de dire que la Russie a commis un crime de guerre, mais alors que eux-mêmes, ils ont fait encore pire. Parce que là, je viens de tomber sur l'info, donc Bah, justement, j'allais te dire, Israël qui bafoue toutes les conventions de paix, notamment celle de Genève, et qui vient au secours d'un président, Volodymyr Zelensky, qui depuis 2014 bafoue, euh, qui depuis son élection récente bafoue toutes les conventions de paix également. Et c'est donc ces deux entités-là qui se permettent de donner des leçons à la Russie, alors que Israël, dans son propre pays, bah, fait subir ce que Zelensky fait subir aux Ukrainiens, notamment du Donbass. Israël le fait tout le temps aux Palestiniens, que ce soit ceux de Gaza, que ce soit ceux des territoires, donc des colonies, ou des territoires palestiniens administrés par l'autorité palestinienne. Israël تتهم ah bah voilà, c'était la même chose. Israël تتهم روسيا بارتكاب جرائم, si tu peux, ah voilà, بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. Donc Israël qui accuse la Russie de s'adonner à des crimes de guerre en Ukraine. C'est Israël hein, qui se permet. non mais voilà, après le Portugal qui renvoie البرتغال البرتغال تقرر طرد 10 diplomaties russes. 10 diplomates russes sont expulsés par le Portugal. ah non mais il y a vraiment une volonté De se faire du russe. voilà.
الخارجية الروسية ردنا على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا وتصرفات السلطات سيكون ملموسا لبرلين. Donc, les affaires étrangères russes, notre réponse vis-à-vis de l'expulsion des diplomates russes, donc de leur propre pays, en Allemagne, depuis l'Allemagne, donc de l'Allemagne, et ainsi que les autres activités des autorités, notre réponse sera forte à l'encontre de Berlin. Voilà, c'était les nouvelles infos qu'il y a eu. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Non mais c'est important, c'est très bien d'appuyer dessus puisqu'on voit clairement que après on va se retirer pour pouvoir se préparer au iftar, à moins que tu as du temps, c'est comme tu veux. Bon, après, moi, ça dépend parce que je commence à 20h30 moi. D'accord, c'est comme tu veux, hein, si tu me dis quand tu dois y aller. Et oui, donc on voit que la diplomatie russe est menacée. La diplomatie russe est menacée. L'Europe expulse les diplomates russes sans faire de différence, du Portugal à l'Estonie en passant par la Lituanie, et l'Allemagne également. Et donc les Russes, les pays arabes par contre, comme l'Égypte, les pays musulmans plus largement comme l'Égypte donc et la Turquie, eux par contre prennent à bras le corps la nécessaire diplomatie avec les Russes et les Ukrainiens. Attends, si tu peux couper le micro rapidement, voir si il n'y a pas de... Allô? Ouais, donc là c'est bon, là j'entends plus de retour. Euh, donc, barakallahu fik, Khouna Abdul Hakim. À toi également, Sahaf Tourak. Donc oui, la diplomatie aujourd'hui russe qui est essentielle, que l'on doit considérer comme étant le moyen de calmer le jeu, le moyen de calmer le conflit, est bazardée et bafouée par l'Europe, donc l'Allemagne, la Lituanie, l'Estonie. Par contre, l'Orient, les pays musulmans, donc du Moyen-Orient, du Proche-Orient, eux saisissent la diplomatie russe et savent qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer par cette dernière. Puisque, encore une fois, militairement, les Russes sont en avance sur l'OTAN au niveau balistique, au niveau des missiles nucléaires. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas à tergiverser avec les Russes, il n'y a pas à provoquer les Russes. La Turquie le sait très bien. La Turquie étant donc le challenger, comme le titre de ce live l'indique, le grand challenger des États-Unis au sein de l'OTAN. Donc voilà, vraiment c'est ça qu'il faut comprendre. Et la Turquie, donc à côté de cela, fournit encore en armes, en drones, les Ukrainiens, tout en apportant sa pierre à l'édifice du dialogue avec les Russes. Donc, naam. Abou Ahmed, est-ce que tu veux discuter de ça un petit peu ou t'es pris là? Parce que là, on a bien abordé la diplomatie, on a bien abordé les enjeux du conflit ukraino-russe. Je vais juste rajouter une chose. T'as fait de Euh, s- je vais juste rajouter une chose, c'est que selon certains médias, il y aura une préparation de militaires encore, comment dire, que certaines forces membres du régime syrien vont certainement rentrer dans le conflit ukrainien et qu'il y aurait une préparation militaire assez importante de Syriens. Vient de... plus forte encore, plus fortement encore que ceux qu'on avait vus dans les vidéos, qui se préparaient. Encore plus fort. حصري حصري البالدية 14 قوات النظام تعيد سحب مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني قطاع حماة من جبهات البادية السورية إلى محافظة حماه وسط معلومات حصرية لبالدية 24
تفيد بأن عملية الانسحاب تأتي أو تؤتي بطلب روسي. Alors attends, si tu peux rapprocher un peu. بطلب là c'est parfait. برية تجهيزهم لإرسالهم للقتال للجانب الروس بالحرب الأوكرانية الدائرة. Donc il y a des contingents même des comment dire de militaires, de soldats en campagne et de soldats qui sont eux-mêmes en campagne et en l'occurrence à la campagne, al-Badia. Donc ceux qui se trouvent en première ligne, il y a parmi ceux qui se trouvent en première ligne contre l'EI concrètement et qui vont être envoyés en Ukraine pour combattre auprès des Russes, ce qui constitue un avantage pour l'État islamique en Syrie, puisque ce sont ceux qui les combattent directement en première ligne dans les campagnes syriennes qui vont être envoyés en Ukraine pour combattre, pour soutenir les Russes. Donc, et en fait, ils ne font que de se tirer plusieurs balles dans le pied à cause de cette guerre. C'est ça, et surtout qu'il y a eu une augmentation des opérations. Bah merci toi de me baisser la main, le chat. J'ai vu ses pattes. Non, parce qu'en fait, vu que j'avais la main un peu levée pour tenir le truc, voilà, avec ses pattes, il les a baissées pour partir. Sans pression. Donc, Non, Naam. mais c'est pour dire que quand même, il y aura on va dire qu'il y aura, il y a quand même, on va dire, une augmentation, on va dire, d'opérations militaires déjà par l'EI en Syrie, surtout contre les Kurdes. Malgré qu'on a eu aussi à Palmyre qui était impressionnante cette année, c'est vrai qu'on revoit un retour en puissance, un retour en force bah, de l'État islamique. D'ailleurs, que les allégeances aujourd'hui continuent encore, c'est déjà il y a à peu près au mois de mars, on était à presque plus de 5000 personnes qui ont juré allégeance. Aujourd'hui, on doit être à peu près au moins presque à 30 000 personnes en fait. C'est 30 000 personnes, c'est encore plus énorme que qu'il y a, on va dire, même certains comptes, ils disent que c'est impressionnant parce que malgré qu'ils ont perdu la plupart de tous leurs plus hauts leaders, ce groupe arrive encore à attirer des personnes et arrive toujours à devenir aussi puissante et encore plus puissante qu'avant. J'entends rien. J'avais pas réactivé le micro, désolé. 30 000, 30 000, c'est 2014. On revient à 2014 là. Ah là, on revient carrément à 2014. C'est ça. C'est sans compter qu'en plus, dans certains pays comme l'Irak et la Syrie, ils commencent à avoir de plus en plus de soutien. Ça m'étonnerait pas que les 30 000, ce soit que des Syriens, des Irakiens, et que s'il y a des étrangers qui peuvent les rejoindre, qui vont les rejoindre, ça va atteindre les 100 000. Ben, les images sont impressionnantes aux Philippines, en Inde, donc en Afrique de l'Ouest, sachant que l'Afrique de l'Ouest est le deuxième grand lieu d'action de l'EI. Véritablement, aujourd'hui, avec ce conflit en Ukraine, on est en train de laisser se refaire, entre guillemets, pas se refaire, mais prendre du terrain de nouveau à l'organisation État islamique. Et là, on est en train de clairement dire que les combattants, les soldats syriens qui se trouvent à la campagne et qui sont en campagne militaire contre le I vont rejoindre les Russes en Ukraine. Donc là, on est en train de... Les complotistes diraient ah ben regarde, on leur ouvre les bras. Non, la réalité, c'est que c'est stratégique et que entre les Russes et les djihadistes, bon, ils préfèrent les s'occuper d'abord des Russes, enfin, ceux qui veulent combattre la Russie préfèrent s'occuper des Russes, et ceux qui veulent conserver la Russie comme alliée veulent soutenir les Russes en priorité et non pas combattre les djihadistes, qui pourtant les djihadistes demeurent pour toutes les nations du monde libre, c'est cette notion-là suite à la Seconde Guerre mondiale de monde libre, le monde hypocrite pseudo-libre qui ça constitue la plus grande menace pour pour tous ces États-nations.
plus de 52 territoires dans lesquels l'EI opère. Et aujourd'hui, il y a clairement un retour en force de cette organisation, un retour de sa visibilité et donc de nouveau une médiatisation importante. Bah après, il y a aussi encore le travail des Turcs avec leurs drones contre les Kurdes. Parce qu'en faisant ça, ils alimentent aussi les forces de l'EI sans le Hmm. vouloir. Avec Mais du matériel qui sera récupéré. et des opérations et encore même pas que du matériel, il y aura aussi le côté où ils auront le retour du terrain. Oui, c'est ça. Champ libre, ouais. Parce que depuis le casse à la Hasaka, depuis en fait, j'ai l'impression que cette année c'est c'est comment dire, c'est C'est- comme si en fait on passe d'une nouvelle ère. Ah oui, 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 oui. Ah, mais clairement. Comme je le disais dans le premier live tout à l'heure, c'est que véritablement, on entre dans une ère nouvelle de la martialité. La guerre, la guerre fait l'histoire. La guerre fait l'histoire. Donc l'histoire militaire, si tu la retires de l'ensemble des disciplines liées à l'histoire, histoire politique, histoire stratégique, etc., il reste pas grand-chose. Donc tu es obligé de passer par là. Donc en termes d'histoire martiale, histoire militaire, on entre dans une nouvelle ère. Et l'EI, encore plus qu'en 2014, représente un challenger également à l'international de taille et qui ne sera qu'on ne pourra pas le on encore une fois être impersonnel en langue française. Le on ne remplace pas le nous. C'est un petit point de grammaire. On ne pourra pas s'opposer à eux où que l'on soit. Aucune puissance ne pourra. Déjà que voilà, depuis 1999 et leur établissement en Irak, on ne peut, sous l'égide donc de Abu Mus'ab al-Zarqawi, on ne peut éradiquer la menace. On peut même pas éradiquer Al-Qaïda, donc ce sera pas l'EI qu'on va éradiquer, mais encore plus là, voilà, territorialement, il y a une résurgence, un retour en force. Il y a aussi les comment dire. Ah, c'était si je me souviens bien, c'est ah mais je me souviens plus ce que je voulais dire. Ah mince. Ah oui, c'est l'un des personnages de One Piece. Il est très intéressant, c'est Doflamingo. Pourquoi? Parce que malgré que, bon, je sais que ceux qui n'aiment pas les mangas ou autres, désolé, mais au moins dans ce manga-là, t'as des choses vraiment géopolitiques Ah et oui, oui. sincères, véridiques. Par exemple, Malkidi Dragon, il est très inspiré de la révolution cubaine. Euh, Che il y Guevara. a, voilà, Che Guevara. Les Il y Rocks, a, les Rocks, on peut clairement les assimiler aux djihadistes avec voilà, Kaido, Kaido, Big Mom, bah, Barbe Blanche aussi à l'époque. c'est ça. Et clairement, Doflamingo, qui parle justement du futur effondrement des nobles mondiaux, des Sekai, je sais plus comment on les appelle en japonais, mais les dragons célestes. Et Tenryubito, c'est dragon céleste, mais Sekai, je ne sais plus quoi pour nobles mondiaux. Sekai signifiant le monde. Donc effectivement, Doflamingo a une position politique très importante et il annonce justement un changement, un effondrement prochain. Et un effondrement prochain, bah, on le vit, cet effondrement à l'international. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il a une parole qui est très intéressante que j'aime beaucoup, c'est euh, les vainqueurs écrivent l'histoire. Quand il dit ces phrases-là, en fait, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Quand les musulmans ont été battus par les koufars, c'est les Français, les Britanniques, tout ça qui ont écrit l'histoire pour les musulmans. Exact. Aujourd'hui, ils arrivent même carrément à s'inventer des personnages historiques qui auraient soi-disant résisté aux musulmans. Bon, il y en a, c'est vrai, ils ont résisté. Mais il y en a, c'est faux, en fait. On les connaît même pas au bataillon, quoi. Totalement. Et chez Doflamingo, ce qui a une parole très précise et qui est incontournable pour la suite de l'œuvre,
Ah bah tiens, je reçois une notification multi-meeting hologramme de Mélenchon. Il va faire un meeting avec 11 hologrammes dans toute la France. À chaque campagne, il dépense des sommes pour pas gagner. Bon. Euh, Donc Doflamingo qui parle du fait de la morale, qui est bon, qui sont par rapport à la justice. Lorsqu'il dit les pirates, la marine, qui incarne la justice, qui incarne la vérité. Eh ben c'est la même chose. C'est quand il est arrêté, ça, et qu'il est emmené par la marine et qui parle la mamie, là, je sais plus comment elle s'appelle. La doyenne, ouais, une marine elle aussi. Et il lui fait, vraiment, c'est qui fait? Après, il fait attention aussi à la montée en puissance des révolutionnaires. C'est ça, c'est ça. Non mais justement, pourquoi One Piece en tant qu'œuvre romanesque ou romantique, les deux adjectifs sont corrects pour désigner le style du roman? Pourquoi One Piece est pertinent? Puisque c'est la seule œuvre, à ma connaissance, donc romanesque, romantique, qui voit la fin de son œuvre marquée par l'effondrement de l'entièreté du système appelé politique appelé gouvernement mondial et donc qui est comment dire composé de 20 royaumes, donc ça nous rappelle le G20 et eux-mêmes gérés par cinq puissances que sont le Gorosei, le Conseil des Cinq, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, et protégeant une élite intouchable qui sont les nobles mondiaux et qui ne respirent pas le même air que nous. Donc cette oligarchie qui est concrètement qui vit sur la Terre Sainte, qui a été peuplée par un autre peuple, par une autre population qui a été exterminée, et même enfin, exterminée en partie et dégagée pour les vivants encore, ostracisée pour ceux encore vivants et réduite à l'esclavage. La Terre Sainte Marie-Joa qui correspond à Israël, à la Palestine. C'est simple, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Et le héros final qui est donc Joy Boy, qui est un être solaire, comme la notion existant donc en psychologie ou en éthique. En éthique, un être solaire, c'est un homme qui ou une femme très souriant qui transmet, qui propage, qui communique le sourire aux autres et la bonne humeur et qui pour revenir à l'histoire de One Piece, libère les esclaves, libère les peuples soumis à la tyrannie et réunifie l'humanité. Donc on a un peu cette figure-là messianique dans One Piece, justement, hein, qui nous rappelle, pour ce qui est de la réalité, donc justement, les diverses figures messianiques en fonction de la religion, en fonction de la culture. Et tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre et qu'il faut surveiller, même si on n'apprécie pas. Mais regardez le contenu historique et, géopolitique, contenu historique et géopolitique, le contenu stratégique et même géostratégique que ce qui se trouve dans cette œuvre. Et on comprend beaucoup de choses et il y a beaucoup de parallèles que l'on peut faire avec la réalité. Bah, surtout avec, même au début avec les révolutionnaires, je pensais plus qu'ils étaient plus côté, on va dire, un peu comme le I et tout, parce que C'est c'est ça? vraiment, parce que déjà l'île qui était introuvable, c'était un peu, c'était un peu pensé un peu comme, on va dire, les leaders, quand tu les recherches et tout, tu les trouves pas parce qu'ils sont dans le désert et tout, bah, ça, c'était à peu près la même chose. Le raid de Barisha, le raid l'équipage de Barbe Noire quand il tombe sur l'île sur laquelle se trouve comment ça s'appelle déjà là où ils se trouvaient les révolutionnaires, c'était euh, Vert, ça finissait pas par Tigo, un truc comme ça. si Vertigo, voilà Oui, comment on fait Vertigo. Et donc ensuite voilà il dévaste tout, mais il s'était déjà retiré. Il s'était déjà retiré les révolutionnaires de là-bas. Quand ils pénètrent à la rêverie hein, qui correspond aux diverses réunions à l'ONU. Tout ça, voilà, franchement, il y a énormément de parallèles qu'on peut faire. Et voilà, il y a un contenu géopolitique très fort. Et on se rend compte que, voilà, en lisant ou en regardant One Piece, en suivant les théories et autres, on est en train de. C'est essentiellement politique. C'est essentiellement politique.
surtout que ce qui me fait le plus rire avec ce manga, c'est quoi? C'est quand t'as Luffy quand il va il affrontait le CP9. Quand il fait Sniper King, brûle-moi ce torchon en parlant Du du drapeau. drapeau. D'ailleurs, qui ressemble au drapeau de l'ONU, encore une fois. Drapeau du C'est gouvernement mondial. ça qui est le plus marrant parce que je me suis dit, mais attends, c'est le drapeau de l'ONU, ça ressemble. Et en fait, bah, c'est une ressemblance, mais en soi, c'est vraiment Luffy, c'est quelqu'un, il fait trop rire pour moi. C'est ça, sa bonne humeur et puis sa volonté de libération. Et il est vraiment sur ça. Et on peut voir, par exemple, je ne sais pas moi, oui, je me souviens que c'était juste après la guerre en Libye, donc de 2011, la révolution libyenne, que je regardais comme tout le monde, hein, tous les anciens, sur Direct 17, sur la TNT, je regardais l'arc Alabasta. Bah, l'arc Ah oui, Alabasta, ça m'a fait penser à la révolution libyenne. Parce que on voit des gens du Baroque Works, l'organisation secrète, la société secrète de Crocodile, étant infiltrés à la fois au sein des rebelles et de l'armée du royaume d'Alabasta. Et ils tirent chacun leur tour pour lancer les hostilités. Donc il y a des infiltrés des deux côtés. Et ça, on le voit dans One Piece. Et c'est ultra réel, ultra réaliste. Ça correspond à la réalité avec, on a vu les Américains, les Français soutenir à la fois les rebelles et le gouvernement, puis retirer son soutien du gouvernement et soutenir les rebelles. Et quand les rebelles se mettent au pouvoir ensuite, il y a encore des opérations euh, pour assainir la scène politique libyenne, etc. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. non, mais One Piece, c'est un chef-d'œuvre en vrai. Ah oui, bien sûr. C'est Après, faut pas le cacher, il y a aussi des trucs, c'est un peu. Ah oui. Là, Mais on parle vraiment de la politique, hein, mais et puis de la narration aussi. Après, il y a énormément d'éléments, bien sûr, qui sont à mettre.